batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Bon début de week-end chez vous et bienvenue dans cette livraison de l'information sur ma bannière télévision. Dans l'actualité locale, depuis près d'une décennie, le bac moteur qui facilitait la traversée au beach de Dibongo dans la commune de Matadi n'est plus opérationnel. La population lance ainsi un SOS auprès des autorités pour sa remise en service. Suivez. Malgré la présence du pont Maréchal dans la ville portuaire de Matadi, les bacs moteurs demeurent une solution durable pour la traversée de la population à l'autre rive du fleuve Congo. Cette gare, communément appelée Dibongo, a perdu son ampleur depuis Belle-Irette, une situation due à la non-mise en service de cet engin abandonné dans l'eau. Nous avions un bac plus grand que celui-ci. On l'a appelé bac Kyonzo. Il a été découpé par les autorités. L'actuel a été monté par des Chinois à l'autre rive du fleuve. Mais malheureusement, il n'était pas performant. Une grande partie de la population de Nzanza vit de l'agriculture. Les jeunes, mamans et autres couches de la population traversaient de l'autre côté les matins pour revenir les soirs pour des travaux champêtres. Ces trafics rendaient le marché du Bongo célèbre. Les Matadiens venaient de partout pour s'approvisionner en produits agricoles. Sa fermeture a causé des dégâts dans l'économie de nos foyers. Que les autorités pensent à nous, a dit un notable du coin. Quand les bacs fonctionnaient, plusieurs familles ne vivaient qu'aux retombées de son trafic. Les produits agricoles de première nécessité étaient vendus ici tous les jours. Depuis que cet engin n'est plus fonctionnel, le marché d'Ibongo a aussi disparu. Pourtant, l'activité principale qui nourrissait les gens dans cette partie, c'était le trafic du bac. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils pensent à nous. Et dans les territoires des Sekebanza, la route Manyanga, dans son tronçon compris entre Vunda et Nsumbi, est dans un état d'impraticabilité. Considéré jadis comme un grenier agricole, l'agglomération de Nsumbi est dans l'incapacité de nourrir la ville portuaire de Matadi à cause de l'état actuel de cette route. Suivez. Nous sommes à la bifurcation de la route nationale numéro 1 et celle de décès agricole de Manyanga à la hauteur du village Vunda Kingolo à quelques mètres de l'entrée principale de la mission catholique Vunda. Dans les territoires de Sekebanza, à plus d'une quarantaine de kilomètres de la ville portuaire de Matadi. Ces tronçons routiers qui va de cette agglomération jusqu'au village Ndomba, en passant par les plateaux de Sekelolo et d'Nsumbi, n'est plus opérationnel depuis plus de 5 ans à cause de son état d'impraticabilité avéré. Malgré plusieurs tentatives d'entretien par le Fonds national d'entretien routier, FONER en sigle, cette route d'intérêt capital n'est plus exploitable. Selon les informations recueillies sur place, l'inaccessibilité de cette route a plusieurs retombées sur le plan socio-économique. Monsieur Mpuma Nsunda, Moloch, habitant du plateau, les confirme. Le plateau d'Nsumbi est actuellement incapable de nourrir la ville de Matadi à cause de l'état actuel de cette route. Cette agglomération est enclavée. Nous souffrons pour évacuer les marchandises. De là jusqu'ici, les motocyclistes font 3 ou 4 jours en route. On débourse 30 000 francs pour une course. Par contre, M. Mabungu Mbumba Beros, habitant du village Vunda Kintati, a brossé l'historique de cette route et a lancé un message vibrant aux autorités attitrées pour des solutions idoines. Cette route était créée depuis l'époque coloniale. À ce jour, elle n'est plus praticable. Nous sollicitons sa rénovation. Pour rappel, ces tronçons routiers relient 2 territoires, notamment
Sekebanza et Luozi. Faisons un tour à Kinshasa à l'Assemblée nationale où les membres du bureau ont, au cours d'une réunion tenue au Palais du Peuple, évalué les opérations menées depuis l'installation du bureau définitif, l'approbation du programme du gouvernement, la mise en place des organes qui composent la chambre basse du Parlement ont fait la toile de fond de cette séance de travail. On écoute le rapporteur de l'Assemblée nationale, le député national Jacques Joly, dans ses propos. Nous sommes heureux qu'en moins de 15 jours donc, d'avoir abattu ce travail de plus ou moins 3 mois. Nous avons d'abord pu mettre en place le groupe parlementaire qui sont des unités politiques, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'Assemblée. On en a pratiquement 21 et ces groupes parlementaires vont nous permettre de mettre en place les commissions thématiques, les 10 commissions thématiques et le comité des sages. Le bureau a pu faire adopter le budget de l'Assemblée nationale qui, conformément à notre règlement intérieur, doit être voté par la plénière à la session de mars. Ce qui a été fait. Donc, pour le budget 2025, l'Assemblée nationale est prête et va envoyer ses prévisions, n'est-ce pas, au gouvernement pour la mise en commun. Un autre point important qui a d'ailleurs retenu l'opinion, c'est l'approbation du programme d'action du gouvernement et l'investiture de celui-ci. Nous nous félicitons et nous félicitons le gouvernement. Madame la Première ministre qui a inscrit les 6 priorités définies par le chef de l'État dans son contrat avec le peuple congolais, l'Assemblée nationale va donc maintenant s'atteler à suivre l'exécution de ce programme qui constitue, n'est-ce pas, le socle des attentes de notre population sur ces 6 priorités. Et nous serons très regardants sur cette question. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale nous a demandé, au niveau de rapporteur, de prendre en compte toutes les observations faites par les députés pour le faire parvenir au gouvernement comme des attentes du peuple congolais, que ce soit en matière d'infrastructure, donc de routes, que ce soit en matière de besoins sociaux de base, santé, éducation, que ce soit dans la mise en œuvre du programme de 145 territoires et surtout de désenclavement de l'arrière-pays. Parlons sport à présent. Les assemblées générales et ordinaires des clubs qui ont évolué la saison passée au championnat de l'entente urbaine de football de Matadi débutent le samedi 6 juillet prochain selon une correspondance du comité exécutif de l'UFMAT, nous fait savoir Jamsi Ngoï. Le comité exécutif de l'entente urbaine de football de Matadi a rendu public le calendrier de la tenue des assemblées générales ordinaires des clubs de ces 2 divisions, la première et la deuxième, lesquels ont participé au championnat l'édition dernière. C'est l'association sportive Trakam et CDJO qui lancent les hostilités samedi 6 juillet en tenant leurs assemblées générales ordinaires telles que classées par l'EFMAT. Cette période consacrée à la tenue des assemblées générales ordinaires ira jusqu'au lundi 22 juillet avec 3 clubs au programme, en l'occurrence Familia, Académie, OC Vainqueur et Sportif Club Anderlecht. À noter que les 40 clubs qui ont participé au championnat de l'entente urbaine de football de Matadi, les 20 en première division, autant en deuxième division, devront communiquer au secrétariat de l'EFMAT par écrit 72 heures avant le lieu et l'heure où se tiendront leurs assises. Il s'y est de signaler que tout club redevable envers l'entité en forme d'amende, homologation, validation ou révalidation est appelé à régulariser sa situation avant la tenue de son assemblée générale ordinaire. Toujours en sport, d'abord prévu le jeudi 20 juin, le début des playoffs de la Ligue nationale de football féminin intervient finalement ce dimanche 23 juin prochain. Lubumbashi est confirmé par les comités exécutifs de la LINAF comme lieu pour abriter la phase de playoff Rivanciala. Le démarrage de la phase de play-off de la 15e édition de la Ligue nationale de football féminin a subi, jeudi 20 juin, un report
comme l'indique le chronogramme des activités modifiées par le comité exécutif que préside Olive Kiloa. Le coup d'envoi de l'ultime étape de la compétition est renvoyé à ce dimanche 23 juin au site maintenu Lubumbashi. Les 8 clubs concernés par les playoffs de la LINAF sont conviés de rallier la capitale du cuivre ce samedi 22 juin, laquelle date est fixée pour l'organisation de la cérémonie du tirage au sort. La séance licence des clubs est programmée mercredi 26 juin prochain. Quant à la date, celle qui marquera la fin des playoffs est désormais le vendredi 5 du mois de juillet. Le COMEX de la Ligue nationale de football féminin en a profité de rappeler à l'opinion les équipes éligibles au dernier virage de la 15e édition. La zone ouest a qualifié 2 formations de Kinshasa, le football club féminin Amani et le CSF Bikira. La zone centre-sud a envoyé 3 clubs de la province du Haut-Katanga, le football club féminin Banamukuba, le football club féminin Mazembe et le FM Sichana. Enfin, pour la partie est, on compte les Goma Traciennes de l'AS Kabasha et le DC Bouéremana, y compris les Itouriennes du football club féminin Tosepela. Dans l'actualité continentale, en Mauritanie, la campagne électorale lancée il y a une semaine pour la présidentielle du 29 juin s'accélère. 6 opposants affronteront le président Mohamed Ould Ghazouani qui brique un second mandat. À Nouakchott, le parti au pouvoir est très présent, nous fait savoir nos reporters de TV5 Monde. Il y avait du monde mercredi soir dans les rues du centre de Nouakchott, mais à part quelques rassemblements du premier parti d'opposition, le parti islamiste du Tawassoul, la majorité des événements et dispositifs mis en place, comme les raïmas, les tentes électorales traditionnelles que j'ai pu voir, étaient en l'honneur de l'actuel président Mohamed Ould Ghazouani. Son parti a obtenu une écrasante majorité lors des dernières législatives. Les directeurs de campagne de plusieurs opposants m'ont confié que pour des raisons financières et stratégiques, ils misaient cette année notamment sur le porte-à-porte dans les quartiers pour mobiliser la population et sur l'usage des réseaux sociaux. À noter aussi l'absence cette année de candidats des partis historiques d'opposition comme le RFD, l'UFP ou l'APP. L'un des représentants du RFD m'a précisé qu'à la suite de la signature d'un pacte républicain avec le parti au pouvoir, le président de sa formation, Ahmed Ouldada, soutient Mohamed Ould Ghazouani. On retrouve en revanche des opposants connus tels que le militant des droits humains Biram Ould Abed, arrivé 2e lors de la dernière présidentielle, mais aussi Hamadi Ould Sidel Mokhtar du parti islamiste du Tawassoul, ainsi que des nouvelles personnalités qui se présentent comme les candidats du changement, tels que l'avocat Elid Mohamedine ou le professeur Outouma Soumaré. Les candidats actuellement en déplacement à l'intérieur du pays ont prévu de rentrer à Nouakchott au cours de la semaine prochaine. La campagne devrait alors être plus animée. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément continental que nous tirons les rideaux de cette édition de l'information du début du week-end sur ma bannière télévision. Merci de l'avoir suivi avec attention et au revoir. Audio Jungle.